Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonjour. Contrairement à ce que croient beaucoup de gens, Belkhadem n'a jamais fait partie du premier cercle du pouvoir, qu'on soit bien d'accord. Malgré les fonctions qu'il a occupées au sein du régime, très hautes fonctions, et à la tête du FLN, la plus haute fonction, il a toujours fait partie de ces cercles périphériques qui sont généralement la partie visible du pouvoir, mais qui ne disposent en réalité d'aucune capacité décisionnelle. Des cercles qu'on agite et qu'on ébranle pour chauffer les galeries, conduire les foules au bureau de vote, faire des discours redondants et relier les consignes des vrais décideurs. Mais ils n'en comptent pas moins dans l'échiquier. Ils servent autant de pions que de fusibles, voire même, parfois, de boucs émissaires et de victimes expiatoires quand le pouvoir a besoin d'envoyer un message fort à ses propres clientèles. Là, en l'occurrence, il semble bien que cette véritable excommunication de Belkhadem ait été utilisée pour ramener de l'ordre dans la cambuse qui commence à s'agiter et à bouillir à cause de la maladie du président que le régime, que le premier cercle, ne parvient plus à cacher. C'est donc un message clair et fort. Celui qui bouge une oreille aura le même sort que Belkhadem, avec la même force, si ce n'est plus. Et rien ne dit que d'autres représailles ne vont pas s'abattre sur Belkhadem, comme peut-être des révélations sur l'état de sa fortune et celle des siens, entre autres coups de semonce, au cas où il s'aviserait d'oser la plus petite récrimination. Aujourd'hui, nous recevons pour en parler le docteur Yassine Mahibahi, analyste politique, médecin, membre fondateur du Front démocratique avec Sidi Ahmed Ghazali, Ali Boukhlef, journaliste, et Jamil Djeri, documentaliste à Paris. Docteur Yassine Mahibahi, merci de nous avoir rejoints. Merci à vous et bonjour à nos chers auditeurs, bonjour à nos invités. Merci à vous, Jamaldine. Oui. Alors, dites-moi, pour en reparler encore une fois, nous avons déjà dit que c'était un non-événement, que, après tout, ce n'est qu'un personnage périphérique du pouvoir, mais le geste en lui-même laisse augurer et laisse penser que des choses se préparent, qu'une certaine panique s'est emparée des clientèles qui entourent le noyau décisionnel, que la maladie des présidents commence à poser problème. Et donc, on dit que ce couperet qui est tombé sur Belkhadem, en plus de le punir d'avoir osé dénoncer le défilé de l'ANP au défilé du 14 juillet, en plus de ceci, c'est donc un signe qui aurait été envoyé très fort pour tous les autres, pour que personne ne bronche, pour que tout le monde continue d'accepter l'inacceptable. Qu'est-ce que vous en pensez vous-même? Moi, je pense que déjà le limogeage de Belkhadem est effectivement un non-événement. Et puis surtout, il faut savoir que la relation qui a été entre Belkhadem et les cercles de pouvoir a toujours été une relation incestueuse. Il a été limogé, il a été remercié à plusieurs fois, il a été rappelé, remercié, rappelé. Je pense que c'est une relation qui est perverse. Alors, il faut connaître, il faut vraiment se rappeler de l'histoire. Pardon, docteur Mahibahi, mais de cette façon, ça n'a jamais eu lieu. Ça veut dire il est interdit d'exercer une quelconque fonction au sein de l'État, et en plus, on prend le téléphone et on appelle le FLN pour le faire virer du FLN, ce qui est un contresens absolument incroyable. C'est vrai qu'il a été remercié plusieurs fois
pour revenir après, mais il est resté dans l'entourage du régime, du pouvoir, il est resté à la périphérie, il n'a jamais été chassé de cette façon, comme un malpropre. Oui, la façon dont il a été chassé récemment, c'est comme un employeur qui a été licencié par son employé d'une façon très humiliante. Oui. C'est une manière, en quelque sorte, il a été limogé pour haute trahison. Alors, quelle est la haute trahison dont il a été responsable? C'est soit envers son employeur direct. À ce moment-là, on sait très bien que le pouvoir est en train de régler ses affaires avec ces gens-là. Soit il y a une haute trahison envers l'Algérie, et puis à ce moment-là, il faut qu'on sache. Mais ceci dit, la manière dont Mais il qui a parlé de haute trahison? C'est une hypothèse parce qu'il a été limogé d'une façon très humiliante. Oui, mais personne n'a évoqué ce terme très fort de haute trahison. Il y a Ahmed Fettani, le directeur de l'Expression, qui a émis cette thèse qu'il aurait trahi, non pas le pays, mais qu'il aurait trahi ses propres protecteurs, ça veut dire les maîtres du pays. Et il a dit c'est normal, Fettani, c'est normal qu'il soit puni parce que lui, il a même comparé à Brutus, le fils adoptif de César, etc. Mais je ne pense pas que... Belkhadem a toujours eu des ambitions présidentielles. Oui. En même temps, et ça il faut le savoir, Belkhadem a toujours eu, il se voyait comme le futur président. Voilà, et en plus de ça, la fortune d'Abdelaziz Belkhadem est estimée à 750 millions de dollars. Et on sait très bien, la fortune d'ailleurs je vais vous dire, la fortune de Belkhadem est estimée en ce moment, actuellement, à près de 750 millions de dollars. Mais comment vous le savez, docteur Mahibahi? Nous avons des informations. Belkhadem, il ne faut pas oublier que d'abord le rôle de sa femme en Jordanie, avec toutes les affaires que sa femme tient des biens en Jordanie, avec des intérêts dans des sociétés. En tant que chef du gouvernement, vous savez que sa fille, il a une fille qui est mariée au fils d'un officier supérieur des forces armées royales. Il a des biens un peu partout en Jordanie, en Arabie Saoudite, etc. Donc c'est une fortune colossale que Abdelaziz Belkhadem s'est accaparé depuis son arrivée. Mais puis, surtout, il ne faut pas oublier que l'arrivée de Belkhadem dans le sillage politique algérien est un accident de l'histoire. Qui est Abdelaziz Belkhadem? Il faut vraiment connaître l'histoire de ce monsieur qui, en 1974, était un simple instituteur à Sougar lors d'une visite de l'ancien président Houari Boumediene. Et il a été subjugué par le discours de ce jeune Belkhadem. Et puis il a dit à son cabinet, ce monsieur-là, ce jeune-là, moi j'ai besoin de lui à la présidence pour faire du gratte-papier, etc. Après, on sait très bien la démission de la Behbetat, l'arrivée de Belkhadem aux têtes de l'Assemblée nationale et des années 90, son rôle un peu pervers vis-à-vis des islamistes. On peut rappeler les négociations secrètes qu'il a eues avec l'ambassadeur de l'Iran à l'époque, et sa fameuse phrase « Attendez-nous, le fruit va mûrir ». Donc ça, il faut le savoir. L'arrivée de Bouteflika, pour Belkhadem, ça a été aussi, si vous voulez, quelque chose qui dérangeait un peu le président. Parce que déjà, le président, c'est quelqu'un qui est connu d'être quelqu'un de très mégalo, très machiavélique. Il s'est toujours opposé à des décisions comme l'arrivée d'Enrico Macias, à l'époque. Exact. Comme les festivités récemment du 14 juillet, puis le 24 juin 2014, où il a utilisé sa fonction de ministre et de conseiller pour déstabiliser encore une fois la machine du FLN. Il a tenté de pénétrer en force avec ses gardes du corps. Il s'est présenté comme étant envoyé par le chef d'État pour régler soi-disant une crise avec le FLN. Donc tout ça a déstabilisé. Puis il y a d'autres affaires qu'on en parlera dans cette émission. Il ne faut pas oublier qu'il a tissé de nombreux réseaux dans le milieu des affaires avec le député, par exemple, Tliba. Et puis il a instauré, il a légalisé un phénomène qui est devenu usuel au FLN, c'est Shkara. Pour tout candidat,
il a créé un réseau de rabatteurs. Par exemple, pour un candidat de député, c'était entre 6 et 8 millions de dinars pour être tête de liste au candidat législatif. Belkhadem, il a clochardisé le FLN. En même temps, il a gêné les cercles du pouvoir qui l'ont utilisé. Et puis, maintenant, bon, le message, c'est quoi? C'est aujourd'hui Belkhadem, demain, ça sera peut-être Saïdani ou quelqu'un d'autre. Mais en vérité, c'est un non-événement puisque ça reflète un petit peu la situation extrêmement pourrie de ce régime. Et peut-être que c'est aussi un signe direct de l'après-Bouteflika qui est en train de se dessiner. Oui, oui. Restez avec nous, Yassine Mahibahi. Ali Boukhlef, merci de nous avoir rejoints. Bon après-midi, merci. Merci. Alors, votre avis sur cette curieuse excommunication, ce bannissement intégral? Je vous écoute. Je vous demandais votre avis sur cette excommunication absolument inédite. Écoutez, moi je crois que ce que disait notre ami tout à l'heure n'était pas totalement faux, mais je ne crois pas que Bouteflika se soucie des histoires d'argent. Pour la simple et unique raison que son entourage est l'un des plus pourris de ce pays. Mais je crois qu'il y a deux affaires dans une. Parce que la première, c'est que c'est le limogeage de Belkhadem en tant que conseiller est totalement normal et tout à fait, cela fait partie des mœurs du système de nommer, de limoger quand on veut. C'est à peu près la même chose ailleurs d'ailleurs, à ce niveau de responsabilité. Parce qu'un conseiller, on en a besoin à un moment et puis on le congédie le lendemain, on peut le rappeler après. Ça fait partie des choses les plus normales. Mais mais là en l'occurrence, ils l'ont banni de toutes les fonctions de l'État. Il ne peut plus prétendre à quelques fonctions, que ce soit au sein de l'État, et ils ont appelé le FLN pour leur demander de le virer. Justement, j'allais venir à cette histoire du FLN, c'est oui. Ça le problème. Oui. Le problème se situe à ce niveau, parce que dans la première, c'est vrai que le langage a été très dur, et pas seulement dur, mais parfois très peu cavalier. Ça n'a jamais produit le fait de gommer quelqu'un de toutes les institutions de l'État. Mais ce qui est anormal, c'est cette histoire du FLN, parce qu'il y a deux niveaux aussi là-dessus. Il y a l'histoire partisane, parce que Bouteflika n'a pas de fonction officielle au FLN. Oui. On dit qu'il est président depuis 2010, depuis le congrès de 2010. Il a été plébiscité comme président du parti, mais seulement dans les statuts de ce parti, c'est leur problème, mais il faut le dire aux gens qui nous regardent, il a trois responsabilités. Celle de convoquer un congrès, oui. Celle de présider une session du comité central et celle de convoquer également une réunion du comité central. Donc il n'a pas la possibilité de congédier quelqu'un. Ce que je veux dire par là, et c'est une conviction profonde, même s'il est difficile à ce niveau de responsabilité dans un pays aussi fermé que le nôtre d'avoir les informations précises, je suis presque convaincu que ce n'est pas Bouteflika lui-même qui fait ça. J'allais y venir. Est-ce que c'est Bouteflika qui, en fait, a pris cette décision? Le fait d'écarter Belkhadem, ça ne m'étonne pas que ça soit pris par lui. Et il a l'habitude de le faire avec tout le monde, y compris avec les gens les plus imprégnés du système comme Yahya ou les autres. Mais il avait l'habitude, quoi qu'on dise de lui, de sauvegarder les formes. Avant, il intervenait dans tout le monde, dans toutes les affaires du pays, y compris dans les questions partisanes, qui ne le regardent pas forcément, dans les questions d'associations, de sociétés, d'entreprises, tout. Il se mêlait de tout. Mais jamais il a fait cela de manière publique. On savait que, par exemple, c'est lui qui a intronisé, c'est lui qui a poussé à travers son frère à l'intronisation d'Ahmed Saadani. On sait que c'est lui qui avait dégommé Benflis, tout le monde le savait. Mais jamais il n'est allé aussi loin jusqu'à convoquer, jusqu'à demander la radiation d'un homme aussi éminent. Je ne suis pas en train de lui jeter des fleurs, mais c'est la réalité. C'est un des hommes les plus médiatiques du pays. De jeter comme ça en pâture et publiquement. Ça, je pense que là, c'est à peu près le résultat de la situation qui est née de l'hospitalisation de Bouteflika depuis avril 2013, ce qui veut dire que il y a certainement, comme le diront beaucoup d'opposants, il y a une délégation de pouvoir et certaines décisions
généralement les plus décriées sont prises à des niveaux beaucoup plus occultes qu'on le croit. Bon, je ne veux pas accuser personne publiquement comme ça parce que j'ai pas d'éléments, mais je crois sérieusement que c'est une décision qui est venue d'ailleurs que de Bouteflika lui-même. Mais sinon, vous croyez que Bouteflika, l'un dans l'autre, hein, une hypothèse dans l'autre, vous croyez que Bouteflika a encore les facultés mentales de décider de quoi que ce soit de ce niveau? Écoutez, je n'ai pas d'éléments importants pour vous le dire. J'ai vu les images comme vous, comme beaucoup de gens. Nous avons des informations qui nous arrivent. Il me semble qu'à certains moments, il a quand même des capacités de réfléchir et de peut-être de discernement. Mais physiquement, comme on le voit, je ne pense pas qu'il ait la possibilité de s'attarder sur des détails comme cela. C'est ça la problématique. Maintenant, sur le plan mental, franchement, il est vraiment difficile de le dire, à moins d'être un médecin ou de l'avoir ausculté, c'est difficile de le dire, mais il est effectivement difficile de croire qu'il puisse faire des réunions, de longues réunions, parce que vous avez même vu à la télévision qu'il parle très difficilement, qu'il s'exprime de manière absolument délicate. J'imagine qu'on l'ait consulté, qu'il ait donné son accord, mais les formes, je ne pense pas que ce soit lui qui fait ça. Voilà. Restez avec nous, Ali Boukhlef. Oui, Jamil Djeri, merci de nous avoir rejoints. Jamil? Allô, Jamil? Oui, je vous entends. Ah, bonjour, Jamil. Bonjour et merci de m'avoir invité. Merci à vous, merci à vous. Alors, votre avis sur cette... Je l'ai répété plusieurs fois, disons ce bannissement en règle, le bonhomme n'existe plus, n'a plus le droit d'exercer des fonctions au sein de l'État, ni dans le FLN, et peut-être même pèse sur lui la menace de révélation, de graves révélations sur l'état de sa fortune, entre autres. Oui, comme il a cité votre premier invité, je ne rentre pas dans les détails, je lui laisse le soin de détailler sur ce côté-là de corruption. Mais moi, je me suis intéressé au personnage lui-même, un certain Belkhadem Abdelaziz, un personnage sorti du néant par la grâce d'une rencontre à un flou, comme quoi la grâce sourit à certains. Oui. Ainsi, il rentre dans les rouages d'un régime opaque, avec ses pratiques aussi obscures que les abysses des fonds des océans. Belkhadem, il est pour moi à l'image de ce serviteur zélé qui s'est servi au-delà des limites et de la mission que lui a assénée et qu'on a vite desservi comme une serpillière qui a nettoyé les surfaces les plus crasseuses. Souvenez-vous qu'il est le premier à évoquer la violation de la Constitution en 2008, fin 2008. Et il a fait campagne durant la violation de la Constitution en 2009. Exact. Il a mené une campagne très virulente envers les opposants, oui. Violence verbale. Donc, pour moi, il n'y a pas pire qu'un bourreau sans valet. Il était le premier, souvenez-vous aussi, à cracher sur les chômeurs et les harragas. Il les a traités de tous les noms. Oui. Faute de leur proposer des perspectives d'avenir, il les jette en pâture et à la vindicte. Il les a traités de feignants qui ne veulent pas travailler et qui a obligé l'État à importer la main-d'œuvre étrangère, en l'occurrence chinoise. Exact. Et que ces harragas ne rêvent que de pavaner en Europe avec des survêtements de vacances et épouser des blondes. Exactement. Il avait, je vous interromps un petit instant, Belkhadem qui avait déclaré publiquement les harragas, ce n'est pas un problème, ce sont des jeunes qui ne veulent pas travailler, ils veulent partir en Europe pour porter des survêtements Lacoste et épouser des blondes aux yeux bleus, avait-il dit. Je vous laisse poursuivre. Oui, c'était très très grave, oui. Parce qu'il faut de leur proposer quelque chose, un avenir, des perspectives, des horizons. Les horizons, non, il les a massacrés. Oui. Et aujourd'hui, j'espère bien qu'il sentira ce que ça veut dire être à l'écart. Aujourd'hui aussi, il distille dans les coulisses et les cercles du pouvoir que ce n'est pas Bouteflika qui l'allait manger, mais c'est son frère. Son frère et son entourage mafieux. Et donc, il n'y a pas si longtemps aussi, Belkhadem martelait que Bouteflika n'a pas besoin de ses pieds pour gouverner, mais il gouverne avec sa tête. Et aujourd'hui, il nous dit que ce n'est pas lui, c'est son frère.
C'est vrai, je vous interromps encore une fois. Je vous interromps encore une fois, Jamil. Je me rappelle, lors de la propagande, il a fait partie du staff qui a fait la propagande électorale du candidat absent qui n'avait pas fait lui-même sa propagande électorale et qui disait souvent « Non, Bouteflika a des problèmes moteurs, mais sa tête est en excellent état, c'est le bonhomme qui peut diriger le pays, il a ramené la paix, etc. etc. » Et aujourd'hui, on lui reproche, il lui reprocherait... Belkhadim, c'est quelqu'un qui ne prévoit pas l'orage par de beau temps. Oui. Il pensait vraiment, le personnage, c'est un but de son pouvoir, un but de sa personnalité ivre de pouvoir. Il pensait qu'il comptait pour beaucoup dans le dispositif mis en place après l'euphorie du 4e mandat, comme le dit lui-même, hein, mais il a oublié que tout ce qui compte ne peut pas être compté, et ce qui peut être compté ne peut pas compter forcément. C'est un personnage sinistre, c'est un personnage qui a fait beaucoup de mal au pays. En 92, il a oublié ce qui s'est passé en 92, c'est qu'en 92, il a été limogé en tant que président de l'APN sans son accord. Il l'a su à travers la presse, et c'est lui qui l'a dit. Oui. Restez avec nous, Jamil Dzeri. Nous revenons à Yassine Mahi-Bahi. Yassine Mahi-Bahi, alors, pour reprendre cette thèse de la vraie cause de ce congédiement en règle, vous ne pensez pas que c'est surtout un signal très fort, qui s'est voulu très fort, même s'il est outrancier, parce qu'ils auraient pu très bien le punir sans faire autant de cinéma. Est-ce que vous ne pensez pas que ça a été fait de cette façon publique et très spectaculaire, justement, parce que c'est la panique à bord et qu'ils veulent envoyer des messages très forts à des gens dont ils savent qu'ils ont peur du plus fort? Absolument, absolument. C'est quelque chose, c'est un signal fort à des gens nuisibles comme eux. Mais moi, je reste très convaincu, je rejoins là-dessus Jamil et aussi l'analyse du journaliste Ali Moukhlib. Moi, je reste convaincu que ce n'est pas le président de la République qui a pris cette décision de mettre à la porte de façon humiliante. Le président n'a jamais pris des décisions aussi importantes, même quand il était en pleine faculté mentale. On se souvient dans les années, lors de son premier mandat, il partait, il vadrouillait les différents forums, le forum de Crans-Montana ou à Washington, et on se souvenait très bien comment il critiquait à l'époque son PDG de douane, Saïd Lebib, alors qu'il pouvait le limoger en tant que président de la République. Je ne crois pas qu'aujourd'hui, avec la détérioration de sa santé, que c'est lui qui a pris cette décision. La décision a été prise par le clan, par en l'occurrence son frère et l'entourage. C'est un signal fort. Pourquoi? Parce qu'on est en train dès maintenant de préparer l'après-Bouteflika, et on le prépare avec de manières extrêmement perverses et dangereuses. Voilà, pour chasser ces gens-là, et puis aussi pour séduire un peu ce qui reste de la population qui croit encore à Bouteflika en disant voilà, nous avons limogé quelqu'un qui était nuisible, etc. Mais en vérité, ce qui est complètement faux et aberrant, c'est Belkhadim a été mis à la porte par le frère du président, par le clan. Le frère, parce que c'est lui, et puis on nous prépare quelqu'un d'autre après, parce que justement on est en train de préparer la Constitution, parce que jusqu'à l'heure actuelle, on ne sait pas, avec toutes les tractations, toutes les pseudo-consultations que Yahya a fait, on ne sait pas cette fameuse ou cette future Constitution de quoi elle sera faite. Très probablement la création d'un poste peut-être de vice-président, très probablement la nomination de Saïd Bouteflika en tant que futur ministre, etc. Donc moi, je pense que c'est un signal fort pour les gens qui ont été dans ce régime, qui ont profité de la manne pétrolière, de l'argent sale du pouvoir. Et puis c'est tout. Je pense que c'est un signal pour disant voilà, on prépare l'après-Bouteflika. Et donc ça peut être, c'est un bouc émissaire, mais en même temps c'est un signal fort. Et ce qui est machiavélique, ce qui est pervers, c'est que le président de la République
n'est pas le président du FLN. Je rejoins M. Ali Benklif, c'est un président d'honneur de ce parti politique. Exactement, exactement. Voilà, donc il n'a aucune prérogative de rentrer dans ce parti politique. Non, donc je pense que, encore une fois, c'est une façon de toucher à des partis politiques ou à des choses et à dépasser les prérogatives que le président il a, ne serait-ce que par son clan. Restez avec nous, Yassine Mahibahi. Nous allons observer un court instant, un court intermède, et nous revenons pour parler du côté islamisant de Belkhadem et de cette fameuse constitution qui se concocte. Rebonjour. Ali Boukhlef, cette dimension islamisante, à un certain moment, on les appelait les barbes FLN. Des gens du FLN qui avaient senti un peu le vent tourner et qui se sont dit « Ah, peut-être que les islamistes vont finir par l'emporter, il faut jouer sur les deux bords ». Et donc, tout en restant au FLN, ils ont opté pour une démarche du jour au lendemain, pour une démarche un peu islamisante. Ils sont mis à chanter les louanges de l'islamisation, etc., de l'article 2 de la Constitution, l'islam est la religion de l'État, etc. Mais que pensez-vous de cet aspect islamisant de Belkhadem, qui est, rappelons-le, le chef de file de ces gens qu'on appelait les barbes FLN? Écoutez, il me semble que la personnalité de Belkhadem est une personnalité extrêmement compliquée. Il est tellement complexe que dans son entourage, et c'est rare chez les islamistes, on trouve par exemple des gens qui se saoulent la gueule, comme diraient les autres, dans son équipe elle-même. Il s'est toujours entouré de gens, du moins FLN, qui n'ont rien à voir avec les islamistes politiques. Donc il est vraiment difficile de le cerner dans une équipe, dans une idéologie précise. Il est vrai que sur le plan personnel, c'est quelqu'un qu'on avait qualifié de barbe FLN depuis cette fameuse rencontre avec l'ambassade d'Iran en 1991, depuis que il s'est allié de manière, disons, un peu confuse avec certains milieux de l'islamisme politique, mais dans le discours et même dans ses pratiques quotidiennes, en dehors du fait qu'il les pratiquants, comme beaucoup le savent, et comme il porte même parfois des signes, des habits qui renvoient à une idéologie religieuse bien précise, notamment il s'habille comme notamment Hassan Torabi, et ainsi de suite, mais politiquement il n'a jamais eu à ma connaissance de rapprochement direct avec les partis islamistes en dehors de l'alliance qu'il avait tissée en même temps avec le MSP, donc Hamas, et le RND, qui n'a rien d'islamiste. Je ne vois vraiment pas en quoi on a pu le situer. Je crois que c'est un homme qui était prêt à tout pour rester au pouvoir et pour garder le pouvoir, et surtout pour devenir président, comme le désignait notre ami tout à l'heure. C'est quelqu'un qui n'a absolument pas je pense qu'il n'a pas d'idéologie précise, à moins qu'il ne cache ses vraies intentions. Ali Boukhlef, merci beaucoup, en espérant vous revoir bientôt dans nos émissions. Merci, à bientôt. Jamil Zeri,
Jamil Zeri, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, je vous écoute. Alors, Jamil, selon vous, est-ce que, une possibilité, une hypothèse, est-ce que Belkhadem n'aurait pas été évincé parce qu'il ne serait pas tout à fait d'accord avec les dispositions constitutionnelles qui sont en train de nous concocter dans le secret? On ne sait pas ce qui va en sortir. Peut-être même qu'ils vont prévoir, comme nous l'avons dit déjà, un poste de vice-président qui pourrait prendre l'intérim du président en cas d'empêchement ou de décès à la place du président d'APN. C'est une hypothèse. Est-ce que vous ne pensez pas que ça pourrait être ça aussi? Non, je ne pense pas du tout, parce que Belkhadem est un personnage ambigu et il traverse les contradictions du régime lui-même. C'est quelqu'un qui ne se positionne jamais dans le versant idéologique, jamais dans le versant des idées. C'est juste des positionnements de jeu d'équilibre à l'intérieur du système. Comme il a cité votre intervenant, il était prêt à se présenter avec un accoutrement qui n'a rien à voir avec le style algérien, en turbané à la soudanaise ou à la pakistanaise. C'est quelqu'un qui ne se situe pas dans l'idéologie ou dans le combat des idées. C'est quelqu'un qui se situe, comme je vous ai dit tout à l'heure, ivre de pouvoir, et donc il se situe dans les logiques de positionnement par rapport au jeu d'équilibre dans le système. Jamil Zeri. Je pense pas du tout que c'est quelqu'un qui a... Montrez-moi une seule idée, une seule proposition qu'il a faite depuis 92, depuis qu'il est revenu avec Bouteflika. Jamais il a proposé quoi que ce soit. Jamil Zeri. Il se situe par exemple à la visite d'Enrico Macias. Il était hostile parce qu'il y avait un courant à l'époque qui au sein du FLN qui était hostile. Oui. Allô? Jamil Zeri, merci beaucoup. Merci. J'espère vous revoir bientôt dans nos émissions. Nous avons encore des invités. Yassine Mahibahi, si vous pouviez en 2 minutes, parce que nous avons un 4e invité que nous recevons pour tout autre sujet, si vous pouviez en 2 minutes nous dire ce que vous pensez de ce côté islamisant de Belkhadem. Il est évident qu'il y a un côté islamisant. Tous nos camarades l'ont dit, c'est une vérité. 1, il a voulu nous importer une constitution du Soudan. 2, ses rôles depuis quelques années, c'était quoi? Il était chef du gouvernement, ministre, mais il a aussi osé émettre des fatwas clonés. Il était rentré dans les affaires de distribution et de vente des passeports pour les hadjis. Cette fameuse phrase avec l'ambassadeur de l'Iran, bien entendu, il y a toujours son rôle un peu islamiste, mais de façon très pervers et hypocrite. Ce qui est sûr, le message que je voudrais lancer avec le limogeage de Belkhadem et de tout le scandale du FLN. Le FLN, il faut que les Algériens doivent savoir, le FLN est un patrimoine national. Nous avons devant nous des personnes qui ont clochardisé ce parti, qui ont sali ce patrimoine national. Le FLN doit rentrer dans le musée de l'histoire de l'Algérie en tant que patrimoine sacré de ce parti. Or, nous avons devant nous des gens qui ont utilisé ce parti à des fins personnelles, pour des détournements d'argent, pour tous les scandales, toutes les affaires. Donc je crois que malheureusement, le FLN doit absolument ne plus exister en tant que parti politique omniprésent dans le pouvoir. C'est un patrimoine qui appartient à tout le monde, aussi bien à vous, à moi, à tout Algérien. Yassine Mahibahi, merci beaucoup. Merci, en espérant vous revoir bientôt dans une prochaine émission. À présent, nous allons recevoir M. Abdelkader Hedjazi. C'est un chercheur qui fait partie d'une association de chercheurs dont la majorité se trouve à l'étranger, qui nous a contactés. Il a souhaité s'exprimer parce qu'il aurait saisi le Premier ministère, il aurait saisi la présidence de la République pour leur proposer des projets, parce qu'il est ulcéré par tous ces jeunes qui souffrent de chômage, qui
qui s'immole par le feu, et il dit que des solutions existent. Il souhaiterait en parler. Nous l'accueillons et nous le prions. Nous lui donnons la parole tout simplement. Il aura 7 à 8 minutes pour s'exprimer. C'est Abdelkader Hijazi. Merci d'être avec nous. Azul Flaoun. Je vous en prie, la parole est à vous. Monsieur Jamal, vous êtes un seigneur. Allah yselmek, c'est le Magharibiya qu'il faut remercier. Merci beaucoup. La jeunesse algérienne n'oubliera jamais, Inch'Allah, votre geste éminemment salutaire pour elle. Tous les jours, les médias rapportent des immolations, des noyades, comme vous venez de le résumer, des désastres de tout genre, alors qu'il est très facile, il est très facile de prendre en charge et de régler définitivement leurs problèmes. Mais nous n'avons malheureusement que des carriéristes qui ne savent pas comment aborder ces problèmes. Ceci dit, sans remettre en cause la bonne foi de quiconque. Il s'agit de savoir, de ne pas savoir. Là est toute la question. Bien sûr, avant cela, un mot sur le vif du sujet que vous venez de finir. Pour ce qui est de M. Abdelaziz Belkhadem, les chercheurs algériens de l'étranger lui rappellent qu'il avait promis de remettre leur cadeau très précieux au président de la République. Ce cadeau est ce que le président a le plus souhaité, espéré et attendu durant toute sa vie après l'indépendance. Le président aurait peut-être même pu recouvrer un peu sa vigueur par l'effet de la joie et l'émotion à la vue de cette surprise heureuse. Enfin, il n'est peut-être pas trop tard pour M. Belkhadem d'accomplir une mission sacrée, une amana, le Wachallah. Bien sûr, mon message premier est d'abord adressé aux sans-emploi, à tous les chercheurs, jeunes et moins jeunes, et à leurs familles. Pour leur dire qu'il y a du travail en Algérie. Il y a du travail pour tous et très bientôt. Si seulement son Excellence, Monsieur le Premier ministre Abdelmalek Sellel, veut bien accorder une courte audience de 20 minutes, pas plus, aux chercheurs algériens de l'AU. Je fais le serment devant tous les auditeurs que le Premier ministre se réjouira de l'entrevue et qu'il en informera tout de suite le président. Je suis chargé par ces ingénieurs de rappeler ici à son Excellence qu'il avait prononcé devant l'APN sa fameuse sentence. Faites confiance aux ingénieurs algériens. Eh bien, nous le remercions pour cela, mais nous n'avons rien vu de lui. Et aujourd'hui, nous lui donnons l'occasion de montrer à l'Algérie et au monde ce que savent faire des ingénieurs algériens, qui malheureusement ne font que le bonheur des compagnies étrangères pour l'instant. Mais ils restent algériens. En digne fils de l'Algérie, le bonheur de leurs compatriotes et la prospérité de la patrie, de l'Algérie, demeurent leur priorité première. De l'étranger, ils œuvrent sans relâche à trouver les solutions adéquates et efficaces pour aider le pays à... En l'occurrence, c'est Abdelkader, en l'occurrence, votre association, elle est composée de chercheurs à l'étranger et en Algérie, c'est bien ça? En Algérie, je suis seul. Je suis rentré. Oui. Oui. Moi, j'ai pris ma retraite, comme je vous l'ai dit, je suis dans mes pantoufles maintenant. J'essaie d'aider du mieux que je peux. Non, mais quelle est la nature de ce projet que vous voulez soumettre à l'État algérien, disons Oui, j'y arrive si jamais, tout de suite. Pas parce que nous n'avons plus beaucoup de temps, il faut aller au vif du sujet. Oui, de l'étranger, ils œuvrent sans relâche à trouver les solutions adéquates et efficaces pour aider le pays à sortir de l'ignorance, du marasme, du chômage et de l'import-import. Les personnes ne les écoutent. Il s'agit pourtant de la survie de nos enfants et donc de l'avenir très proche de notre pays. Je demande à son Excellence, si c'est l'air, je lui dis, mon nom est Abdelkader Hijazi. Mes coordonnées sont disponibles avec vos secrétaires. Je remercie pour leur gentillesse. Elles reconnaîtront ma voix si elles sont à l'écoute et confirmeront que j'ai appelé 100 fois et qu'elles ont reçu des centaines de fax, emails, lettres, par la poste, etc. Je suis chargé par le groupe de chercheurs algériens résidant à l'étranger de vous informer, M. Sellel, qu'ils ont mis au point des concepts infaillibles et sûrs pour apprendre aux chômeurs, même analphabètes, des métiers inconnus et jamais pratiqués en Algérie. Ces métiers sont très aisés à apprendre, en 1 heure, en 2 heures au plus.
Ces créneaux providentiels pour l'Algérie uniquement ne requièrent de l'État, rassurez-vous, M. Sellem, ni financement, ni foncier, ni étude de faisabilité préalable. Les chercheurs eux-mêmes sont bénévoles et ne demandent rien en contrepartie. Il vous appartiendra alors de mobiliser les Wali pour une campagne nationale, tous au travail. Les jeunes fabriqueront en quelques jours des chauffages centraux domestiques ou industriels qui n'utiliseront ni électricité, ni gaz, ni fioul. Ils économiseront au pays au moins, je dis bien, 30 milliards de dollars US. C'est seulement la moitié du chiffre annoncé par Yousfi. Ils fabriqueront également pour l'été des climatiseurs, des chambres froides. Monsieur Abdelkader Hedjazi, je vais être obligé de vous interrompre. Vous avez donné un aperçu donc, de ce projet qu'auraient donc travaillé les chercheurs algériens à l'étranger dont vous faites partie. Oui. Nous n'allons pas entrer dans tous les détails. Oui. J'espère que les destinataires à qui vous réservez ce projet, à qui vous voulez le soumettre, vous entendront, on n'en doute pas une seule seconde, et qu'ils vous contacteront. C'est Abdelkader Hedjazi, je rappelle votre nom et votre prénom. Et je vous remercie infiniment de tout ce que vous faites pour notre pays, vous et tous les chercheurs qui sont à l'étranger. Merci beaucoup. Cette émission est maintenant terminée. Merci de nous avoir suivis. J'espère vous revoir bientôt.